Bonsoir à tous. Cette soirée, alors c'est une soirée un peu complète d'ailleurs, un peu hybride, qui a été initiée il y a quelques années maintenant et qui est née d'une initiative d'un groupe donc d'architecture pluridisciplinaire qui s'appelle AIA Live Designers dans un secteur, donc c'est des matériaux biosourcés, pardon, qui est assez, qui peut être assez contraignant. Vincent en reparlera tout à l'heure, et c'est bien l'objectif de la conférence qu'on verra ensemble ce soir. Et par ailleurs, donc je tiens quand même aussi à citer nos partenaires, même s'ils se présenteront après. Mais donc bien Ecopolis et Caribati qui sont aussi aux manettes avec nous sur cette soirée. Et puis l'Académie du climat, bien sûr, qui nous reçoit. J'en rappelle également les enjeux. On avait souhaité partager cette recherche sur la terre crue auprès de tous les publics, tout simplement parce que, comme c'est une construction qui n'est pas réglementée, finalement, la mise en œuvre peut s'avérer complexe. Donc, c'est Vincent Wenzal donc, qui animera la soirée, qui est ingénieur R&D donc chez AIA Live Designer, c'est plus précisément AIA Ingénierie, et qui est basé à Bordeaux et qui a travaillé sur un de nos projets justement en Pisé. Il pourra vous en reparler. Et puis, dans une première partie sur les alternatives constructives, et pour revenir un peu sur les enjeux des filières, nous aurons avec nous Martin Paco, qui est architecte, donc qui est représentant du collectif francilien de la Terre Crue et qui est également éditeur de la revue indépendante Topophile, à laquelle je vous invite à vous abonner. Et puis, donc, dans cette première partie également, Bastien Neufein, qui est le cofondateur de Terrio. Et enfin, la seconde partie de la conférence sera consacrée à une mise en pratique et un retour d'expérience sur ce que veut dire se lancer dans un projet en Pisé. Et pour ce faire, donc Vincent interagira avec Vincent Répel, qui est architecte au sein de la direction de la recherche et de l'innovation de la ville de Rosny-sous-Bois. Voilà. Mais en attendant, je laisse la parole à nos partenaires. Bonsoir à tous. Oui, merci Christine. Donc, je suis Brigitte Fernandez, je suis directrice adjointe d'Ecopolis. On est un centre de ressources pour l'aménagement et le bâtiment durable en Île-de-France. Maintenant, si j'en reviens en fait à ce soir, l'événement qui nous réunit, il y a, je crois, 2-3 ans de ça, c'est ça. AIA s'est rapproché de nous justement avec ce projet de recherche qui avait été finalisé, et dans l'idée de justement pouvoir le transmettre au plus grand nombre et de voir dans quelle manière Ecopolis pouvait contribuer à cette diffusion. Et nous, de notre côté, on est toujours ouverts justement à ces initiatives-là, aux acteurs qui sont qui font soit de la recherche ou qui ont des projets intéressants et qui sont dans une optique de partager en fait et de diffuser au plus grand nombre. Donc on s'est associé très volontairement à ce book dont on a fait la préface notamment. Et il y avait cette idée d'essayer de monter un événement en Île-de-France pour essayer de justement restituer un peu l'étude et au-delà de faire appel aussi aux acteurs franciliens qui travaillent sur le sujet de la Terre et de créer un débat. Et Caribati nous a contactés cette année pour essayer de nous associer au concours Impact qu'il réalise depuis plusieurs années. Donc, je ne vais pas être plus longue, j'ai passé la parole à Mathilde Collard de Caribati pour présenter la suite. Merci Brigitte. Bonsoir à tous. Mathilde Collard de Caribati. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est un bureau d'études spécialisé sur les matériaux biosourcés et géosourcés. On va travailler sur toute la filière, donc du développement de filières jusqu'à l'utilisation des matériaux dans le bâtiment, en passant par la phase d'aide à la caractérisation environnementale. Voilà. Et puis, on est là également ce soir parce que il y a 9 ans, on a créé, grâce à de nombreux partenaires, le concours Impact. On est ravis de pouvoir être là ce soir et d'avoir pu, grâce à Ecopolis et l'équipe d'AIA Live Designer, organiser cet événement et cette belle soirée en perspective. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, on va commencer la partie conférence de cette soirée avec la première partie qui porte plutôt sur la question de filière et les possibilités d'industrialisation qu'il y a sur les matériaux terres. Je ne vais pas faire long, je vais appeler Martin Paco directement, qui va pouvoir vous parler des différentes techniques de construction en terre et de la filière, terre crue, régionale et même nationale. Merci Vincent.
Oui, alors je m'appelle Martin Parcot, je suis architecte. J'ai cofondé avec plein d'autres maçonnes, architectes et architecteux. On a créé ce collectif il y a quelques années, mais d'abord sur la filière terre crue en France, s'organise autour de plusieurs associations régionales, beaucoup plus anciennes que le collectif francilien, qui est un petit peu le dernier né. Donc vous avez ARP en Normandie, le collectif terreux armoricain en Bretagne, Arezo en Occitanie, Midi-Pyrénées, Terra en Auvergne-Rhône-Alpes, qui toutes ces associations régionales se sont créées il y a déjà quelques temps avec la volonté de préserver un patrimoine local et surtout de garder vivant le savoir-faire, notamment d'une technique particulière, parce que chacune sont associées à une technique privilégiée de mise en œuvre de terre, Terra sur le pisé, Arezo sur la terre allégée et les adobes, le collectif terreux armoricain sur la bauge et évidemment ARP sur le torchis. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils avaient cette spécialité que la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage du ministère de la Transition écologique, il y a quelques années, leur a demandé d'écrire un texte sur lequel ils peuvent s'accorder un peu des règles de l'art. Et donc, ils ont abouti au guide de bonne pratique qui, je crois que Vincent en parlera tout à l'heure sur à propos de l'aspect réglementaire des choses. Mais donc, c'est la première étape sur ce long chemin de la réglementation et des normes. Ce guide de bonne pratique est téléchargeable gratuitement sur le site de la Confédération, puisque en effet, dans la foulée de la rédaction de ce texte, qui donc s'intéresse aux 6 techniques principales de construction en terre crue, qui sont la bauge, les briques, les enduits, le pisé, la terre allégée et le torchis, ils se sont rassemblés au sein d'une confédération de la construction terre crue pour justement être le représentant de la filière, le garant de ce texte, des recherches qui vont avoir lieu et évidemment fédérer tous les protagonistes, que ce soit les carriers, les briquetiers, les artisans, évidemment, les architectes, les ingénieurs, les bureaux de contrôle, les assureurs, évidemment tout le monde. Et à ces associations régionales primaires s'est ajouté le collectif francilien de la terre crue il y a 2 ans, mais aussi des associations nationales que sont Aster, qui est un réseau de professionnels à la construction terre crue, Maison Paysanne de France, bon, peut-être le plus répandu sur le territoire, puisqu'ils ont des antennes dans chaque département, mais aussi 3 syndicats du bâtiment, et je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas que des convaincus de la terre, enfin, même si on l'est tous évidemment, mais il y a aussi des grandes instances qui vont au-delà de la terre, comme la FFB, la CAPEB, les SCOP du BTP, qui font partie de la Confédération. Ça nous semble vachement important, notamment pour travailler sur la formation des artisans dans les cursus initiaux, la formation des apprentis, les CFA, etc. Et donc, c'est super de les avoir avec nous. Et donc, le collectif francilien de la terre crue s'est créé il y a quelques années pour accompagner cette dynamique, parce qu'on a remarqué que justement il y avait un trou dans la carte en Île-de-France, que la Confédération n'y avait pas de représentants. Ceci est lié au fait qu'il n'y avait pas forcément de tradition encore vivante de construction en terre en Île-de-France. Il ne faut pas croire qu'on ne construisait pas en terre en Île-de-France, on construit en terre depuis des millénaires, y compris en Île-de-France, notamment en torchis. Je suis sûr qu'à Paris, derrière des couches et des couches de plâtre, on trouve des pans de bois avec du torchis et des quenouilles. Mais si vous allez dans les marges aussi de l'Île-de-France, vous pouvez trouver notamment en Vallée de Chevreuse de la bauge. Si vous allez plus vers Reims, vous pouvez même trouver des adobes, ce qui est un peu surprenant, mais super. Mais voilà, il n'y avait pas de tradition encore vivante. Donc le collectif essaie d'accompagner tout ce développement. Et là, pour juste vous indiquer qu'il se passe beaucoup de choses en Île-de-France, qu'on ne s'en rend pas forcément compte, j'ai sélectionné, en partant des techniques principales du guide de bonne pratique, quelques bâtiments construits au cours des 10 dernières années maximum, parce que ce renouveau est quand même très récent, et je les ai un peu rangés par technique. Vous avez en haut, mais ce que c'est intéressant aussi de voir l'évolution et l'acculturation que les architectes notamment, puisqu'on construit les principaux projets en Île-de-France sont un peu initiés quand même par les architectes pour différentes raisons. Et ici, on a un peu, on voit l'évolution du pisé. Alors, le pisé, c'est de la terre damée dans un coffrage, de la terre humide avec beaucoup de granulats. Mais on en parlera après beaucoup avec
avec Vincent. Vous avez ici en haut l'école de Nanterre, qui a été un peu le premier grand équipement public en terre contemporain. Sauf que ici, le pisé n'est pas porteur. Il vient en remplissage d'une structure béton, ce qui n'est pas l'usage premier du pisé, mais il fallait bien commencer quelque part. Puis ensuite, vous avez un petit atelier, petit annexe circulaire d'une école dans le 20e arrondissement, qui a été construite par Timur Ersen, qui est un architecte devenu maçon terre crue, qui a été formé par Martin Rohr. Et c'est lui aussi qui a construit, pisé, la crèche de l'Élysée que vous avez en bas à gauche, qui a été dessinée par Régis Goudil. Donc vous avez aussi des bâtiments comme ça très prestigieux dans le parc de l'Alma, qui sont en pisé. Et on retrouve aussi cet artisan très sachant qu'on retrouve sur ces deux projets. Puis ensuite, vous avez une maison qui a été construite dans le 18e par Deschelette Architectes, qui ont ensuite fait un petit immeuble de logements sociaux à Boulogne, dont le pisé a été fait par Thériault. Et donc Bastien en parlera beaucoup mieux que moi après, donc je n'en dis pas plus. Mais là, notez quand même l'évolution entre le premier où le pisé est en remplissage et donc un peu parement, vient rapporter de la masse, mais structurellement il importe peu, aux autres où il est structurel et au dernier où il est autoportant sur 4 niveaux. Mais je tiens à préciser quand même que le pisé est porteur. Il y a tout un patrimoine en pisé urbain à Lyon avec des immeubles de 6-7 étages qui ont 2 siècles. Donc voilà, ce n'est pas réservé à un patrimoine rural en rez-de-chaussée. Il y a toute une tradition de construction en terre urbaine, de hauteur humaine toujours, mais quand même urbaine. Ce qui se développe davantage en Île-de-France, c'est l'usage de la brique. Que ce soit des adobes, c'est-à-dire des briques moulées et séchées au soleil, que ce soit des BTC, des briques de terre comprimées ou des briques de terre extrudées, qui sont généralement le fruit des briqueteries artisanales. Donc on a la même filière, sauf qu'ils ne la mettent pas dans le four, ils s'arrêtent avant, pour faire très simple. Et donc là, vous avez différents projets qui n'ont rien à voir, c'est juste pour vous montrer justement la diversité. Vous avez le premier projet contemporain en terre crue à Paris, qui est un local poubelle du bailleur résident Paris Habitat, dans le 15e arrondissement. Mais c'est vraiment le premier bâtiment contemporain en terre crue de Paris, à ma connaissance, qui a été réalisé en chantier d'insertion par Frédéric Jonard. Vous avez ensuite l'école à Villepreux de Joly-Loiret, qui a fait l'expo Terre de Paris, qui a été très important dans le renouveau de la terre crue en Île-de-France et qui ensuite a lancé l'entreprise Cycleterre, qui n'existe plus depuis, mais c'était un peu le premier projet d'envergure avec les briques qui allaient être façonnées par Cycleterre ensuite. Vous avez ensuite le centre de santé à Melan de Tolila-Gillian qui a mis en œuvre des briques de cette terre, le premier. Et ensuite, un petit projet de Rosny, parce que tous les projets de Rosny ont de la terre, mais je ne voulais pas, Vincent en parlait tout à l'heure, mais je voulais quand même en mettre un qui a été construit en chantier d'insertion, etc. C'est très important, de femmes. Et puis un autre projet à Bagneux qui a mis en œuvre des dizaines de milliers de briques de terre crue par la SCOP Les Grands Moyens, qui a été vraiment un chantier de grande ampleur. Là aussi, par contre, on revient sur un remplissage d'ossature. Les briques ne sont pas porteuses, même si elles peuvent l'être, évidemment. On fait aussi beaucoup d'enduits sur plein de supports différents. Vous avez la ferme des possibles en haut, par Frédéric Denise Archipel 0 à Stein, où il y a eu des centaines de mètres carrés d'enduits qui ont été réalisés en chantier participatif sur de la botte de paille. Et puis à un moment, on s'est amusé à faire des mélanges différents et des enduits différents. Et on a pris des couteaux, des fourchettes, des verres, enfin tout ce qu'il y avait dans la cuisine pour faire des graphismes différents sur ces mélanges. Et donc ça peut être très esthétique et des finitions très différentes. Vous avez aussi une boutique de cosmétiques qui a fait tout son design en terre crue. Vous avez le Palais de la Femme, qui est un refuge pour des femmes, qui a fait tous ces espaces communs en terre récemment. Vous avez les ateliers municipaux de la ville de Paris à Vincennes, où ils ont fait une ITI en bloc de chaux-chanvre et ils ont enduit derrière, donc un équipement dur. C'est là qu'on répare, qu'on fait de la mécanique. Donc on peut avoir de la terre crue aussi dans un environnement hostile, on va dire. Et puis, à nouveau, une école de Rosny, parce qu'ils ont mis des enduits au kilomètre carré presque maintenant, on va dire, dans toutes les classes. Vous avez ensuite le torchis et sa version plus contemporaine, la terre allégée. Donc c'est un mélange de terre fibre en remplissage d'ossature. Pour le coup, c'est non porteur, très clairement. Et là, vous avez probablement un grand patrimoine comme ça à Paris et autour, mais vous avez
moins de projets neufs qui l'utilisent. Et ça se fait surtout en réhabilitation finalement. Vous avez en haut un petit projet qui a été fait par des étudiants de la Villette en workshop, un petit local, je crois, vélo, celui-ci, pour la RIVP ou Paris Habitat dans je ne sais plus quel arrondissement, de la rive gauche, non, la rive droite, pardon. Vous avez plus loin, en Ile-de-France, des rénovations de bâtis ruraux qui se fait en terre chanvre projetée, vachement intéressant comme technique. Vous avez là en bas une école qui a été rénovée en terre allégée, en partie. Là, un tiers-lieu à la Grande Canco, dans le 20e, en chantier participatif, avec plein de capteurs. Donc, on aura plein d'informations sur le comportement hygrothermique des parois ensuite. Et tout en bas à droite, vous avez, là, on change d'échelle, un groupe scolaire de Samuel Delmas à Châtenay-Malabry, où les façades ne sont pas en pisé. On a l'impression que c'est du pisé, mais ce n'est pas du pisé, c'est du béton de site. Ça n'a rien à voir, mais qui a été damé en ligne. Mais par contre, toutes les cloisons, beaucoup à l'intérieur, sont en terre allégée. Et à cette échelle-là, c'est quand même assez rare. Je pense que ça a une étape, véritablement. Merci beaucoup, Martin, pour cette présentation sur la filière terre à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Vous avez vu qu'il y a pas mal de collectifs, il y a pas mal d'acteurs qui font en sorte qu'on arrive de plus en plus à mettre de la terre sur nos projets. Il vous a présenté aussi un certain nombre de techniques, qui sont plutôt des techniques dites traditionnelles, qui sont utilisées aujourd'hui. Et on va maintenant avoir la chance de pouvoir écouter Bastien Neufeind, qui est cofondateur de Terrio, qui va nous présenter notre façon d'aborder la terre, avec, tout en gardant un aspect traditionnel évidemment, parce qu'il va parler de pisé, mais du pisé préfabriqué en atelier. Donc j'invite à me rejoindre. Bonjour à tous, je suis Bastien, du coup le cofondateur de Terrio. Chez Terrio, on fait du pisé préfabriqué, on l'a dit. On a une vision particulière de la terre, on a des envies. Je suis venu pour vous parler de l'industrialisation plus particulièrement, donc je vais essayer de vous expliquer quelle est notre vision. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on a envie d'industrialiser, quels sont les enjeux liés à ça, quels sont les freins liés à ça, et comment vous pouvez nous aider tous à faire en sorte de lever ces freins. Donc voilà, déjà pourquoi on veut utiliser du pisé? Parce que c'est un matériau de terre crue, je vais parler de ça relativement rapidement, mais c'est un matériau qui est à la fois extrêmement vertueux parce que il est recyclable à l'infini, on n'a pas de pression sur la ressource, et en plus de ça, c'est un matériau qui est extrêmement confortable et qui est très beau, et qui du coup marque l'identité des bâtiments. Donc nous, c'est quelque chose qui nous a tout de suite parlé. On a eu envie de ramener finalement la terre crue dans la construction moderne. Et pour ça, on travaille sur plusieurs axes. On travaille pour pouvoir remettre la terre crue au cœur de la construction moderne. Ce qu'on souhaite faire, c'est à la fois travailler sur l'aide aux concepteurs, faire en sorte que des concepteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler la terre crue aient une facilité pour le faire. On va pour ça, dès le départ, essayer de cadrer l'ambition du projet et faire en sorte que vous puissiez définir au mieux où mettre de la terre crue, comment le faire, le maîtriser techniquement, le maîtriser financièrement et faire en sorte que votre projet soit viable par rapport à son cadre réglementaire. On va ensuite maîtriser la terre et fabriquer des éléments préfabriqués pour qu'ils soient facilement mis en œuvre. On va les adapter à chaque projet et faire en sorte de les adapter à votre projet, de faire en sorte qu'ils soient fabriqués d'une façon la plus éco-responsable possible. Aujourd'hui, on a un site de production qui se trouve à Lyon et on essaie de rayonner régionalement. Petit à petit, on va essayer d'essaimer des petits sites de production en région parisienne et peut-être ailleurs plus tard. Et ensuite, on va transmettre le savoir à des entreprises de gros œuvres habituelles, faire en sorte qu'ils puissent mettre des blocs de pisé sur leur chantier, mais à petites touches, etc., et que ce ne soient pas forcément des gens qui ont été formés au préalable. On va les accompagner dans cette démarche. En fait, notre objectif, c'est de faciliter l'utilisation de la terre. Pour ça, on pense que l'enjeu, c'est l'industrialisation. Pourquoi? Parce que c'est en mettant de la terre dans une multitude de projets qu'on va avoir le maximum d'impact. On est totalement d'accord avec le fait qu'il faut essayer de préserver le patrimoine bâti, de préserver le savoir de ce patrimoine, mais nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que dans des projets du quotidien, on puisse remettre de la terre. Donc pour ça, pour pouvoir changer d'échelle, notre objectif, du coup, c'est de permettre à des entreprises de gros œuvres de le mettre dans plein de projets. C'est de rassurer quant à la maîtrise de la qualité du matériau, en répétant et en utilisant des gisements qu'on maîtrise, en ayant des process de qualité qui nous permettent de rassurer les différents donneurs d'ordre, de rassurer les contrôleurs techniques, etc., sur la mise en place de ce matériau. Et c'est de pouvoir petit à petit rentrer dans un cadre assurantiel dit de technique courante. Ce qui n'est pas forcément simple. Je reviendrai sur ce sujet. C'est également
petit à petit de baisser les coûts, parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique dont on ne parle pas forcément toujours, mais le pisé, c'est un matériau qui est extrêmement cher, qui coûte entre 600 et 1000 euros du mètre carré. C'est 5 à 10 fois plus cher que le béton. Et donc, progressivement, c'est de baisser ses coûts. Mais pour pouvoir faire ça, en fait, on a une problématique, c'est qu'il y a premièrement un environnement qui est complexe. On a des concepteurs qui ne connaissent pas forcément bien le matériau, on a des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas forcément rassurés, on a des enjeux de filière sur comment récupérer des terres d'excavation, comment récupérer des coproduits de carrière, comment gérer ces flux logistiques, comment gérer les quantités de stockage qui sont nécessaires à la fabrication de la terre. Il y a tout un environnement qui est complexe. On ne va pas réussir à lever toutes ces problématiques tout seul, et du coup, il y a un enjeu de filière. Comment faire en sorte que des collectifs puissent se mettre en place, comme c'est le cas. Comment faire pour que tout le monde travaille dans le même sens à la mise en place de la terre dans les projets. On a une autre problématique qui est un gros frein à l'industrialisation, c'est le temps de développement extrêmement long des projets immobiliers. Aujourd'hui, nous, quand on travaille sur un projet, il nous faut à minima 19 mois pour qu'il soit capable de sortir, et il y a des projets sur lesquels on travaille qui vont mettre plus de 4 à 5 ans à sortir, ce qui est antinomique finalement avec la vie d'une entreprise. Une entreprise, pour pouvoir vivre, il faut qu'elle puisse rentrer des affaires relativement rapidement. On parle d'industrialisation, c'est une problématique de gestion de flux de trésorerie, c'est-à-dire qu'on va devoir fabriquer une machine pour pouvoir fabriquer ces éléments-là, et pour la rentabiliser, on se dit qu'il va nous falloir 3-4 ans avant de pouvoir sortir des projets, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a cette problématique de gestion de flux de trésorerie qui est un vrai sujet, qui a été le sujet pour Cycleterre, qui a eu beaucoup d'intérêt, mais qui a mis du temps à pouvoir sortir ses premiers projets et qui du coup a eu un outil industriel qui était dimensionné pour une utilisation beaucoup plus forte que l'était la quantité de chantier qui existait véritablement. Donc ça, c'est un gros enjeu, et c'est une des raisons pour laquelle des industriels de matériaux sont extrêmement peu nombreux finalement. On a des gros groupes qui ont la capacité financière de porter des innovations, donc qui sont Saint-Gobain, Terreal, Wienerberger, en tout cas des très gros groupes. Et en fait, les petites structures, les PME, ont du mal à pouvoir survivre dans un contexte comme celui-ci. Ensuite, il y a une autre problématique qui est le cadre assurantiel. On en a parlé, on est dans une technique non courante. Je ne sais pas si vous maîtrisez le cadre assurantiel de la construction, mais globalement, soit il y a des règles qui sont définies pour tous, qui sont les DTU ou des règles professionnelles, qui permettent à des assureurs de dire quand on construit, on respecte ces règles-là et du coup, vous êtes assuré en technique courante. Soit on a des nouveaux matériaux ou des nouveaux produits, et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle des avis techniques. Donc faire certifier par un organisme qui est le CSTB un matériau pour pouvoir l'utiliser dans un certain domaine d'application. Par exemple, faire des murs intérieurs dans des logements jusqu'à du R+2 en zone sismique 1. Et à ce moment-là, on a ce cadre-là, l'assureur dit « Ok, pas de problème, on peut vous assurer en technique courante ». Si on n'a pas tout ça, on est dans une technique non courante, et du coup, il est beaucoup plus difficile de convaincre les maîtres d'ouvrage, il est beaucoup plus difficile de convaincre les assureurs d'assurer les projets. La grosse problématique de tout ça, c'est que finalement, pour des nouveaux matériaux, quand on essaie de les mettre en place, on fait souvent des prototypes. On dessine des projets qui sont emblématiques, et puis une fois c'est de la façade, une fois c'est un mur intérieur, une fois c'est un bâtiment porteur, parfois il est en zone sismique 3, parfois en zone sismique 1, parfois il fait 8 étages, parfois 1. Et du coup, en fait, il n'y a aucune réplicabilité de projet, et donc c'est impossible pour un industriel de se dire on va financer un avis technique, ces fameuses certifications. Parce qu'une certification, c'est un domaine d'emploi, un usage, et ça garantit le matériau. Mais ça coûte potentiellement 600 000 euros et c'est valable 3 ans. Du coup, si un industriel dépense 600 000 euros et que sur ces 3 ans, il fait 2 projets pareils, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc l'objectif, c'est de réussir également à avoir une sorte de réplicabilité de projet, de réfléchir à ces projets en se disant, est-ce que ce que je fais, je vais pouvoir le refaire dans mes autres projets? Et du coup, d'essayer de penser à de la simplicité et à faire en sorte que cette conception sera réplicable et réutilisable. Parce que dès le moment où un matériau va pouvoir être réutilisé plusieurs fois, là, des gens vont pouvoir se dire « Ok, on va financer ces fameuses certifications » et petit à petit, la filière va avancer. Comment vous pouvez nous aider à lever du coup ces différents freins? Donc, on a parlé de plein de choses. Moi, ce que je pense important, c'est d'essayer de mettre une ambition dans ces projets qui est finalement modeste. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut faire des projets colossaux avec de la terre crue de partout. À l'inverse, c'est important de faire des petits pas. Choisir des éléments qui ont aujourd'hui, vu que c'est cher, de la valeur perçue, mais des petits éléments qui sont simples à justifier pour tout le monde et qui sont faciles à répliquer. Quelques cloisons emblématiques qui ne sont pas porteuses. Ou
des murs porteurs, mais sur des tout petits bâtiments qui sont des annexes, qui sont une petite partie d'un projet. Ou alors des touches d'une façade qui vont pas impacter le bilan financier de l'opération, mais qui vont pouvoir se faire. Le problème des projets qui sont extrêmement emblématiques, c'est que déjà, ils mettent 5 ans à sortir, et en plus de ça, tout le monde y passe une énergie folle, et souvent, on doit les revoir à la baisse parce que financièrement, ça ne colle pas, réglementairement, ça ne colle pas. Et donc voilà, pensez simple, en faisant des petites choses, mais essayez de le faire systématiquement. C'est vraiment ça qui va pouvoir faire en sorte que la filière elle se développe, que ce soit industriellement ou que ce soit pour des artisans, finalement. Parce que le simple est le plus simple. Du coup, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le temps de développement, qui est un temps de développement long de l'immobilier, soit raccourci? Pas grand-chose, mais il y a une chose que vous pouvez regarder, c'est de ne pas uniquement mettre de la terre crue dans des concours. Aujourd'hui, nous, on est extrêmement sollicités, pareil, pour des concours. Les architectes, les promoteurs nous appellent quotidiennement pour faire des concours. Mais les concours, eh ben, c'est extrêmement hypothétique. Et donc, ça ne se fait pas. Et c'est souvent extrêmement emblématique, ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça a encore plus de chances de ne pas se faire. L'objectif, c'est plutôt de se dire, ben, finalement, on a des projets qui sont des projets de taille normale. Et sur ces projets-là, qu'est-ce qu'on peut faire en terre crue? Est-ce qu'on peut faire des enduits à l'intérieur? Est-ce qu'on peut mettre de la brique à l'intérieur? Est-ce qu'on peut faire un peu de pisé? En tout cas, de se poser des questions sur des projets du quotidien. De faire ça, ça va nous aider également au dimensionnement de l'outil. C'est difficile pour des industriels de pouvoir se dire on va fabriquer 1000 m², 2000 m², 5000 m², 10 000 m² par an. Si on n'a pas des projets qui ont une taille réplicable, ça nous permet, si on a des projets d'une taille moyenne connue, eh ben, on va pouvoir beaucoup mieux dimensionner cet outil et ne pas avoir des problématiques comme a pu l'avoir Cycleterre, d'avoir un outil surdimensionné par rapport à la capacité de fabrication de ces matériaux. Et ensuite, le cadre assurantiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas uniquement des projets uniques, une vraie réplicabilité de ce que vous faites, avec cette notion-là, pas de se dire uniquement on fait un projet emblématique, mais on fait quelque chose qui va pouvoir resservir à l'avenir à notre agence, qui va pouvoir resservir à l'avenir à tous. C'est très intéressant effectivement de pouvoir voir des initiatives qui cherchent à industrialiser ces matériaux terres. Je pense que l'avenir de la construction terre devra aussi passer par une partie d'industrialisation. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui va plutôt s'articuler autour de retour d'expérience sur des projets un peu plus concrets. Et je vais appeler Vincent Répel en premier qui va vous parler de retour d'expérience plutôt d'un point de vue de l'architecte et comment tout ça s'articule autour de la terre crue. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je viens représenter la ville de Rosny-sous-Bois, donc une commune du 93. On est constitué donc, avec une direction recherche-innovation en interne à la mairie. Donc on a deux gros avantages, c'est qu'on maîtrise la conception des projets communaux et qu'on est moins sous pression pour le côté financier. On définit en fait une enveloppe budgétaire pour le projet et on s'y tient, voilà, parce que c'est de l'argent public. Et donc ces deux avantages-là nous amènent à faire des projets qu'on veut les plus vertueux possibles, qui s'inscrivent en fait dans une démarche globale, puisque l'idée c'est de conserver le bien commun, voire de l'améliorer. Aujourd'hui, c'est au moins de le conserver vu la prédation qu'on a sur nos ressources. Et donc, je viens vous parler de terre crue ce soir, mais on utilise plusieurs matériaux dont la paille, le bois. Et en fait, à chaque matériau, on s'interroge sur son cycle de vie et comment il s'inscrit dans notre mode de vie. C'est-à-dire qu'à chaque matériau, on se demande s'il peut nourrir, s'il peut servir à sociabiliser ou s'il peut servir en finalité à se loger. Donc on a ce schéma qui nous guide un peu à la recherche-innovation. On a pour vocation aussi de développer des axes un peu originaux, je dirais, ou en tout cas qui revisitent des techniques vernaculaires. Et donc par la terre crue, en fait, il y a beaucoup de techniques vernaculaires dont on a parlé au début. Et en fait, à Rosny, on a beaucoup fait d'adobe en chantier participatif. Donc c'est des briques
qui sont accessibles, enfin voilà, faciles à mettre, à développer, à fabriquer, sans énergie, et juste voilà, en rencontrant des gens, en développant des ateliers sur la ville. Et on a réussi à faire en 2023, l'été 2023, 5000 adobes comme ça. Donc c'est des choses qui se font assez simplement. La terre, c'était une ressource qu'on avait déjà acquis par un chantier précédent pour des enduits. Et donc bien sûr, on la utilise. Après, la ressource terre nous interroge encore parce que c'est un matériau qui, comme je le disais tout à l'heure, on cherche son cycle encore d'inscription. Parce que aujourd'hui en Île-de-France, en fait, on n'a pas vraiment, enfin, on a des gisements. Je vais pas vexer. On a des gisements. Après, notre idéal, c'est que ce gisement, et l'idéal, je pense, pour l'humain, c'est que ces gisements servent à la construction uniquement qu'on est en train de faire. Et l'idée, c'est donc de développer ça sur le terrain sur lequel on construit. On est un peu gêné quand les terres viennent de même 100 km, 150 km à la ronde, parce que ça veut dire que soit ces terres sont excavées pour faire un autre projet, ça veut dire qu'on dégrade encore plus notre environnement, soit on cautionne un peu le fait qu'on fasse des travaux de développement urbain, et donc on met en œuvre de la terre qu'on appelle le réemploi. Mais voilà, il sert uniquement aujourd'hui à se dédouaner de ce développement urbain. Aujourd'hui, la terre ne sert pas à nous nourrir en Île-de-France, et heureusement, elle sert à sociabiliser et elle sert à se loger. Donc on essaye de travailler sur ces deux points-là, mais on a un axe de recherche sur comment elle pourrait être extraite du terrain sur lequel on construit. Donc je reviens sur les adobes. Les adobes, c'est la façon la plus simple qu'on a trouvée ici à Rosny pour les fabriquer, enfin pour utiliser la terre crue en construction. Donc tout à l'heure, Martin vous montrait le projet finalisé du local vélo de Rosny-sous-Bois. Là, c'est toujours en chantier participatif. L'idée, c'est on n'aborde que des projets scolaires sur la commune de Rosny-sous-Bois. C'est la compétence obligatoire de la ville, donc c'est les commandes qu'on a régulièrement. Et en fait, on se sert de ces commandes-là pour produire des projets et des axes de recherche les plus vertueux possibles. Et donc là, on voit la mise en œuvre des adobes qu'on a fabriqués localement. On utilise, donc je vais faire tomber le rideau aussi, je ne vais pas vous parler de pisé puisqu'on n'en a pas mis en œuvre à Rosny-sous-Bois. Mais voilà, comme on peut utiliser aussi la terre crue dans des projets, dans des ERP. On a des plaques d'argile aussi, des projets, c'est au bout du 3e projet. On a commencé à faire des cloisons intérieures avec plaques d'argile. Donc ça, sur nos projets qui sont bois paille-terre, isolés en paille, ça amène de la masse dans le bâtiment et ça amène du coup du confort thermique d'été. Ça, c'est très simple aussi parce que les PV existent, tout est connu, il n'y a pas de technique différente par rapport à une plaque de fermacelle ou de plâtre. Ça se pose de la même façon. Donc c'est assez simple, sauf que ces plaques-là, elles viennent d'assez loin. Donc quand on regarde leur provenance réelle, on dégrade quand même l'environnement ailleurs qu'en Île-de-France. On a travaillé sur un projet avec les BTC, donc les blocs de terre crue de Cycleterre. Au départ, on voulait fabriquer nos blocs nous-mêmes, mais finalement, le projet a avancé et on s'est tourné vers Cycleterre. Donc là, on voit sur la photo, à droite, la grande photo, on voit le mur paille enduit une première fois. Donc ça, c'est le corps d'enduit. Et ça aussi, c'est très simple parce que c'est dans les règles professionnelles de la construction paille. Donc ça, c'est accessible à tous. Ça permet simplement que le mur respire correctement, comme dans une maison traditionnelle, ancienne. Et en dessous, en fait, on s'est dit que c'était bien d'apporter de la masse. Cet enduit sur la paille apporte de la masse au bâtiment, mais vu les courbes de réchauffement en prévision des années à venir, on s'est dit qu'il fallait encore prévoir le coup sur le fait qu'il faille donner un confort d'été plus important
dans nos bâtiments. Et donc, on a fait réaliser des doublages en blocs de terre crue dans le dernier équipement livré sur une bonne partie des murs, notamment les murs exposés au sud et à l'ouest. Et donc là, je vous montre le résultat que ça donne à la fin. Ça, c'est une salle qui est entièrement doublée en fait en blocs de terre crue, et on vient appliquer un enduit terre plâtre dessus, que je dirais classique, mais enfin voilà, c'est un enduit terre plâtre. Donc ça, c'est une salle de classe. Aujourd'hui, elle est en activité, il n'y a aucun sujet. On a aussi profité de ce projet-là pour développer les blocs de terre crue porteurs. Donc il n'y avait pas chez Cycloterre d'ATEX pour cela. Et en fait, une des autres méthodes possibles pour rassurer le bureau de contrôle et pour s'assurer, c'est de faire un test. Donc en fait, ce mur-là, on voulait utiliser les blocs de terre crue en mur porteur, entre deux classes, donc dans un ERP. Et donc, il devait tenir au feu 30 minutes. Donc, on a fait un test en laboratoire. Ça coûte autour de 20 000 €. Voilà, je vous dis par rapport aux chiffres qu'on donnait tout à l'heure. Ce mur, en fait, il a été exposé au feu pendant 30 minutes avec la charge appliquée sur sa tête. Il a tenu. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était la tenue à la lance incendie, parce qu'on s'est dit qu'on va mettre en œuvre un mur qui tient peut-être 30 minutes, mais si les pompiers arrivent et arrosent tout, est-ce que ce mur va quand même rester en place? Et donc là, on voit à droite, après l'essai, donc là, c'est la face qui était exposée au feu, et c'est en sortie de four après l'essai à la lance incendie. Donc il y a une partie de mur qui se délite quand même. Et donc, en réalisation, on s'est dit qu'on va appliquer un enduit terre plate dessus, qui n'était pas prévu au départ, mais qui permet la protection et la tenue au feu plus importante, puisqu'on avait fait d'autres tests au feu sur des murs paille. Donc, à chaque fois, on capitalise de cette expérience. En tant que ville, on partage bien évidemment ses ressources. Il y a une bonne partie de nos plans, coupes, détails qui sont sur le site d'Ecopolis et qui sont en libre accès. Et on a régulièrement des visites de chantier ou de bâtiments livrés aujourd'hui pour parler de ces projets. Donc on peut en parler autant que vous voulez. Là, je montre en face chantier que ce mur-là, on le réalise. En fait, à chaque fois, notre but, c'est de penser, concevoir et réaliser. La réalisation, ça démontre le fait qu'on y arrive déjà. C'est une exemplarité, mais aussi ça permet de recréer ou de créer des savoirs locaux. C'est-à-dire que l'entreprise qui est intervenue sur ce chantier-là peut se vendre aujourd'hui en tant qu'entreprise sachante pour réaliser un mur porteur BTC. Et nous, on peut fournir les tests. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Donc à gauche, c'était avant enduit, et puis à droite, c'est là, on a gardé quand même une petite fenêtre de vérité pour à but pédagogique aussi, et avec les enduits autour terre plâtre. Et puis sur ce projet-là toujours, l'idée, c'était d'apporter toujours de la masse. Là, on est dans le logement du gardien. Et on ne voulait pas mettre de BTC sur les murs. On a employé nos techniques parce qu'on s'est dit que les BTC, ça pouvait être problématique pour le quotidien du gardien, de la famille du gardien, etc. Et puis, on voulait faire autre chose aussi. Donc, on a appliqué de la terre crue en chape. Donc ça peut paraître vernaculaire, mais en fait sur plancher bois, il n'y avait pas de technique définie. Donc on a échangé avec le bureau de contrôle. Tout
tout ce dont je vous parle là, c'était déjà prévu en conception. Et le bureau de contrôle est déjà associé dès la phase conception à tout ce qu'on fait. Et donc, on échange avec lui sur comment on peut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème en mise en œuvre. Et après, on suit la mise en œuvre. Parfois, on se forme nous-mêmes pour savoir comment il faut mettre en œuvre, pour, en tant que maîtrise d'œuvre, savoir suivre le chantier. Et donc ça a été réalisé cet été. Et prochainement, on va réaliser le parquet qui va dessus. Donc, en régie. Donc voilà, on se pose quelques questions. Mais en tout cas, la terre crue, alors tous les projets que je vous ai montrés, il n'y a pas de stabilisation, c'est que de la terre crue. Et ça, c'était de la terre crue, des adobes, du reste d'adobes qu'on avait vu en première slide. Donc voilà, l'idée, effectivement, cette ressource, elle est réversible. Enfin, voilà. Donc on a des tas de terre sur Rosny et on sait qu'on a des gisements. Donc on sait les utiliser. Et voilà, on a développé ça en chantier participatif. Toute l'équipe se tient à votre disposition à la ville pour échanger sur ces mises en œuvre, si vous voulez. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais clôturer cette présentation en parlant de la terre également, mais plutôt du point de vue de l'ingénieur. Tout d'abord, quelques rappels qui me paraissent essentiels, mais effectivement, je pense qu'avec ce que vous avez déjà entendu précédemment, on le comprend un peu, mais il est important de sélectionner un peu les projets où on pense pouvoir arriver à mettre de la terre crue à la fin. Ça se joue sur pas mal d'aspects. Hein. Déjà, la composition de la maîtrise d'ouvrage, sa volonté et son appétence pour ce type de matériaux-là. Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir une conception qui est mesurée. Ça a été dit plusieurs fois pendant les différentes présentations, mais on n'est clairement pas obligé de faire un R+9 en zone sismique pour se lancer dans la terre. On peut faire des choses quand même plus accessibles, plus simples. Il y a plein de choses. On a vu des enduits, on a vu de la BTC, on a vu du cloisonnement. On a vu plein de choses. Donc effectivement, je vous encourage à ne pas brûler les étapes si vous souhaitez utiliser ce type de matériaux. Le contexte local est également intéressant à interroger. On n'est plus nécessairement dans une époque où on regarde ce qu'on a sous les pieds pour construire. Néanmoins, c'est toujours intéressant de savoir le patrimoine bâti historique qu'on a dans la région. Ça donne des informations sur le type de terre à disposition. Et puis, ça peut aussi éventuellement donner des tas d'idées pour les projets qu'on souhaite développer. On a aussi parlé du contexte réglementaire, ce qui va me permettre de passer assez vite. Pour faire simple, on a un contexte réglementaire qui est assez faible. Hein. On n'a pas beaucoup de textes réglementaires. La seule technique qui est bien couverte, c'est la technique des enduits en terre crue. Pour le reste, on n'a pas de texte réglementaire à proprement parler, validé par la C2P, donc il y a une commission qui valide les textes et qui permet de passer de technique non courante à technique courante. Bastien en a parlé. Il faut utiliser un certain nombre de documents qu'on a à disposition. On a le guide de bonne pratique. On a aussi des textes qui ont été faits par d'autres pays, qui sont intéressants. Je pense notamment aux règles professionnelles allemandes, aux normes néo-zélandaises, qui ont 3 grosses normes sur le sujet. Petite note sur la Nouvelle-Zélande, ils ont un contexte sismique quand même très particulier. Hein. Ils ont 3 zones sismiques. Leur zone 1, c'est notre zone 3. Donc à la lecture des normes néo-zélandaises, on se doute qu'il y a un problème. On parle beaucoup de stabilisation, donc le fait de rajouter du ciment dans la terre. On parle de terre armée, etc. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, lire les textes étrangers, ça peut donner une base aussi pour monter la conception sur son projet. Une des conséquences du fait de ne pas avoir de cadre réglementaire très précis, c'est qu'on doit souvent passer par une phase de caractérisation, à la fois de la ressource et du matériau final. Je ne vais pas trop parler des essais dits sensoriels qui donnent plutôt des informations sur le type de terre, mais je vais plutôt parler des essais de caractérisation à proprement parler, qui vont donner des informations quantitatives qui servent ensuite à la justification et au dimensionnement sur les projets. Et je vais parler un peu plus en détail d'un projet qu'on a fait chez AIA avec Milieu Architecte et Node Architecte, qui est le groupe scolaire du Taillan-Médoc. C'est le groupe scolaire que vous voyez en photo sur la couverture, où le pisé a été fait par l'entreprise TMH. On a fait un pisé qui était porteur en zone sismique 2, donc il a fallu apporter un certain nombre de justifications techniques. La première, c'est la résistance en compression, arriver à justifier des efforts verticaux.
Donc, je vous ai mis quelques photos d'éprouvettes cylindriques qu'on a cassées, hein, qu'on a testées avec une charge verticale pour déterminer la résistance en compression du pisé. Vu qu'on n'a pas de cadre réglementaire, il faut aussi définir des propres coefficients de sécurité. Ça, c'est un peu le b.a-ba. Généralement, on prend la norme, elle nous donne le coefficient de sécurité et on peut partir de là pour passer de la résistance expérimentale à la valeur de calcul. Là, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on a développé une méthode qui se base sur le fractile à 5%. C'est une analyse statistique. Ça marche plutôt bien, mais par contre, il faut faire pas mal d'essais. C'est un petit peu contraignant. Et ensuite, vous voyez en bas un petit tableau qui résume la valeur de résistance en compression moyenne qu'on avait demandé au CCTP, qui était de 1,2 mégapascal, et la valeur de calcul retenue en conception, qui était de 0,4 mégapascal, en partant du principe qu'on avait une variabilité de 20%, valeur qu'on avait trouvée suite à une étude de la littérature scientifique. Alors, on peut demander plus que 1,2 mégapascal, on peut demander 2, 3, 5, 7. Je vois Alain Viglia qui hausse les sourcils, parce qu'évidemment, plus on demande une valeur élevée, plus il faut l'assumer derrière. Il est très très compliqué d'avoir des pisés au-delà de 3, 4, 5 MPa. Donc attention, quand vous faites une conception et que vous préconisez une valeur de résistance, gardez en tête qu'il va falloir l'avoir et l'obtenir à un moment donné, et que plus elle est élevée, plus ça sera compliqué. Nous, on a bien fait d'avoir une conception assez modérée avec 1,2 mégapascal, parce qu'expérimentalement, on a obtenu 1,23 MPa, donc on était très content, on était déjà dans les clous. Et en plus, on a eu la bonne surprise de voir qu'on avait une variabilité plus faible que la variabilité théorique en conception, 13% au lieu de 20%. Ce qui fait qu'avec l'approche qu'on avait proposée et qu'on a fait valider par le bureau de contrôle, on a pu retenir une valeur de résistance en compression de 1,5 MPa au lieu de 1,4 MPa. Ensuite, on a dû mener une campagne de caractérisation pour la justification face aux efforts horizontaux et plus particulièrement face aux efforts sismiques. On a utilisé une clause de l'Eurocode 8 qui permet de classer un certain nombre d'ouvrages en éléments dits secondaires, ce qui facilite la justification. Pour ça, il faut être en capacité de prouver que les murs concernés par cette clause participent à moins de 15% de la raideur horizontale du bâtiment. Donc on fait un modèle élastique, on voit ici, un modèle global où on intègre l'intégralité des éléments de structure, et puis on intègre nos fameux murs en pisé. Il nous faut une raideur horizontale, enfin une élasticité des éléments en pisé, pour pouvoir aboutir à la raideur finale du bâtiment. On avait pris en conception 750 mégapascal de modules en cisaillement. Et ensuite, on a mené des essais, à la fois des essais de cisaillement, c'est ce que vous voyez sur les deux photos de droite, et aussi des essais dans les phases élastiques du matériau pour déterminer un petit peu sa raideur et son module. Et on a eu expérimentalement 450 mégapascal. Donc pour notre cas, c'est très bien, parce que plus le matériau a un module en cisaillement faible, plus il est souple, et donc moins il participe à la raideur horizontale du bâtiment. Donc plus c'est facile de classer les murs en éléments secondaires, et on a abouti à une participation du pisé à hauteur de 6%. On était très contents, car bien en dessous des 15% réglementaires. Ensuite, il y a plein de questions à se poser. Je ne vais pas tout lister ici, mais il y a évidemment la première question, comment je vais connecter mes murs à mes planchers. Ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est le détail de gauche. Donc on avait des planchers mix bois-béton, donc avec des solives, des connecteurs métalliques sur les arras supérieurs des solives et une dalle de compression en béton. Ces planchers mix bois-béton étaient connectés à des chaînages en béton armé intégrés à l'intérieur des murs en pisé. C'est une solution qui marche bien, qui a une problématique en revanche, c'est que l'excentricité du plancher crée un moment de torsion à l'intérieur du mur, et c'est un peu compliqué de justifier ça. Du coup, on est passé par des platines métalliques à l'intérieur des solives en bois, avec finalement des boulons qui viennent reprendre le moment de torsion, ce qui fait qu'on arrive à transférer que de la charge gravitaire dans les murs, ce qui fait une justification de moins à apporter auprès du bureau de contrôle. Un projet qu'on a déjà vu 2-3 fois aujourd'hui, mais effectivement, il y a d'autres façons de connecter des murs en pisé avec des planchers. On a un projet ici d'échelette architecture, où les blocs ont été faits par Thériault, où on a des planchers en CLT et des cornières métalliques qui permettent de reprendre notamment les efforts hors plan du pisé sur cette façade-là. Et j'ai un troisième détail à droite, qui est un détail qui est beaucoup plus compliqué. On a un détail d'acrotère en pisé avec un élément en béton qui fait à la fois protection de l'intérieur de l'acrotère, mais qui fait aussi chaînage en tête, support de couvertine. On voit des éléments métalliques qui relient la partie pisé, la partie chaînage, qui supportent aussi un peu le pisé sous la partie acrotère. Alors, évidemment, ce détail est sûrement possible d'un point de vue théorique. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais il faut quand même garder à l'esprit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, plus vous générez de détails complexes et particuliers, plus ce sera très compliqué pour l'entreprise de se positionner,
pour le bureau d'études aussi et le bureau de contrôle, parce qu'on va se retrouver avec des réunions où personne n'a la réponse autour de la table, et pourtant il va falloir prendre une décision si ce détail-là est possible ou pas. Moi j'aurais un peu peur, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, il faut traiter les ouvertures, c'est évidemment un sujet, hein, il y a plein d'ouvertures dans un projet. Aujourd'hui, le pisé ne peut pas lui-même traiter ce qu'on appelle le linteau, hein, il ne peut pas gérer le franchissement, si ce n'est pour les arches, on en parlera juste après. Donc on utilise souvent un autre matériau, qui est une bonne résistance en flexion ou en traction, et qui permet de franchir. On peut avoir des T métalliques renversés, c'est ce qu'on voit à gauche, on peut avoir des linteaux en béton armé ou en bois, voire même des cadres complets en bois. Pour les plus téméraires, il y a effectivement les voûtes. On voit le magnifique projet de Clément Vergely à Lyon. Effectivement, une voûte, c'est possible. Hein. Par contre, d'un point de vue ingénierie, c'est évidemment bien plus complexe pour arriver à justifier des sollicitations particulières, voire parasites, à l'intérieur d'une voûte. Et un truc qui marche très bien, c'est les murs trumeaux, ce qu'on voit tout à droite. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de linteau, quoi. Comme ça se traite assez facilement. En tout cas, on ne fait pas de linteau avec du pisé. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et donc, à la fin, on se retrouve avec ce type de détail. Alors, il y a un adage qui dit le bon matériau au bon endroit. Il y a plein de bons endroits, donc il y a une foultitude de matériaux hein, aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on voit, ça c'est le détail du groupe scolaire du Taillan-Médoc. Donc il y a à la fois la partie structure à traiter, et puis on va aussi parler un peu d'ingénierie, d'énergie et d'isolation. C'est des thèmes assez importants. On dit que la terre, c'est un matériau qui n'est pas un bon isolant. Globalement, c'est vrai. Par contre, je pense qu'il est intéressant de différencier deux choses, le confort hivernal et le confort estival. Pour ça, on a fait une étude avec une simulation thermique dynamique sur un local fictif qu'on a placé à Marseille et à Saint-Étienne. Vous voyez, les courbes dorées sont les températures extérieures, donc à gauche Saint-Étienne et à droite Marseille. Et vous avez ensuite une multitude de courbes. Toutes les courbes qui se regroupent sont globalement toutes les façades testées, donc pisées, isolées par l'intérieur, par l'extérieur, briques, béton, etc., mob. Et vous voyez des courbes rouge-bordeaux un petit peu isolées en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle le pisé monomure, donc du pisé pas isolé, en 40 cm d'épaisseur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour le bâtiment qu'on a étudié, qui n'a pas une conception nécessairement tournée autour du confort hivernal, on voit que pour la ville de Saint-Étienne, aujourd'hui, le confort hivernal est insatisfaisant. On ne pourrait pas arriver à justifier un bâtiment non isolé en pisé. Pour la ville de Marseille, c'est aussi la même chose. Néanmoins, on voit qu'on est très proche des valeurs acceptables. Et avec les changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui, il serait envisageable, j'imagine, dans un futur assez proche, avec un projet tourné autour du confort hivernal. Vous voyez, je mets quand même pas mal de pincettes, mais il serait envisageable de ne pas isoler potentiellement une façade sud, par exemple, sur un projet qui tournerait autour de cette idée-là. Ensuite, pour le confort estival, souvent, ce qu'on regarde, c'est le nombre d'heures dans l'année dites d'inconfort, donc le nombre d'heures où on va dépasser des certaines températures. Ici, c'est 27, 28 et 29 degrés. Et on voit pour le coup que le pisé monomure, donc pas isolé, s'en sort bien. Ça, c'est un peu le truc de quand on va dans un vieux château ou dans une église l'été, souvent il fait frais. On arrive à retrouver un petit peu par le calcul ce genre de comportement. Donc finalement, c'est une balance financière à faire entre les besoins en chaud et les besoins en froid. Aujourd'hui, en France métropolitaine, nos besoins en chaud l'hiver surpassent nos besoins en froid, mais on voit que tout ça est amené à changer. Et on peut imaginer pouvoir aussi mieux prendre en compte dans les calculs le comportement hygroscopique du matériau, son déphasage, etc. En parlant de ça, je vais finir mon intervention sur un sujet un peu clivant volontairement, ça alimentera les débats. Mais effectivement, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients sur la Terre. Je pense que un certain nombre de personnes dans l'Assemblée en connaissent, mais bon, déjà j'ai mis ces classes. C'est vrai qu'on a vu tous les projets aujourd'hui. C'est assez sublime. Hein, là. Dès qu'on utilise de la Terre, c'est assez révélateur hein, d'un point de vue esthétique. Et après, il y en a plein. Ça a un faible impact carbone, c'est une bonne inertie, c'est un bon déphasage, comme j'ai dit, ça a une bonne régulation hygrothermique, etc. Il y en a plein d'autres. Et les inconvénients, souvent, ce qu'on liste au début, c'est que c'est cher, pas de cadre réglementaire, on l'a dit, c'est sensible aux intempéries, et il y a une filière qui est naissante, en tout cas, qui n'est pas aussi robuste que d'autres filières. Par contre, souvent, ce qu'on voit, c'est que sur des gros projets, j'ai volontairement pas mis de photo, mais imaginez dans votre tête un gros projet en pisé qui fait la une des magazines. On voit qu'une fois qu'on a pris du pisé ou de la terre crue, qu'on est allé la chercher très loin, qu'on a mis des poteaux, qu'on l'a isolé par l'intérieur avec un isolant en laine de roche, qu'on a mis un frein vapeur, etc., ben on a cassé progressivement, un à un, tous les avantages de la terre crue. Voilà, il y a l'inertie, on ne compte plus dessus, la régulation hygrothermique, on ne compte plus dessus. Et donc finalement, il reste ces classes. Ça fonctionne toujours. Et on a aussi trouvé des moyens pour
faire fi du cadre réglementaire absent, etc. Et donc, il reste, c'est cher, c'est un peu ce qu'on retient. Néanmoins, donc, ça, je pense que c'est important de se le dire, mais c'est important de se le dire pour apprendre de ce qui a été fait par le passé. Tous les projets qui sont faits aujourd'hui innovent très fortement et doivent expérimenter très fortement. Je pense que c'est quelque chose qui est important à garder à l'esprit. Ne pas montrer du doigt les erreurs des autres, mais plutôt s'en servir pour s'améliorer. Je pense que personne ne se lance dans un projet en se disant « Tiens, je vais faire exprès d'aller chercher la Terre à 500 km, je vais faire exprès de la stabiliser, je vais faire exprès de mal l'isoler. » Je pense que personne ne se dit ça. Je pense que c'est uniquement des contraintes liées au projet, qu'elles soient financières, de planning, de connaissances, d'assurabilité, qui font que on n'arrive pas à faire aujourd'hui totalement ce qu'on veut quand on met de la terre crue sur les projets. Donc je pense que c'est important de ne pas tomber non plus dans le côté extrême de se dire la terre, soit on en met bien, soit on n'en met pas. Il faut qu'on en mette tous, et puis petit à petit on arrivera à en mettre de mieux en mieux, j'espère, avec le développement des filières et des connaissances. Merci de votre attention. Je reprends la parole, mais je vous la donne tout de suite après. C'est juste que mes camarades ont rappelé 2-3 choses un peu b.a.-ba, ce qui est utile. Et donc, j'aimerais bien rajouter un b.a.-ba aussi. Là, tout ce dont on parle, tout ce dont on a parlé, c'est une construction en terre. La construction en terre, c'est quand c'est l'argile qui est le liant, qui fait la cohésion de tout ça. Quand on met du ciment, quand on met de la chaux, on change la structure chimique du mur. C'est autre chose. Ce n'est pas une construction en terre, c'est du béton de site. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est juste que c'est autre chose. La construction en terre, c'est l'argile qui est le liant de tout ça. Et ce qui est intéressant, et on l'a dit aussi, c'est que la terre, elle n'appartient à personne. Ce n'est pas un produit, il n'y a pas de brevet. Ça, c'est quand même, ça change absolument tout. Vous avez différentes techniques, vous avez différents savoir-faire, vous avez différents artisans, mais toujours, ce n'est pas quelque chose qui est breveté. Tout le monde peut faire du pisé. Thériault peut en faire, Vincent peut en faire, Christine peut en faire, vous pouvez en faire. C'est libre. Voilà, c'est pas, ces techniques ne sont pas la propriété de quelqu'un. Je pense que dans l'état d'esprit dans lequel on aborde ces projets, ça change quand même beaucoup de choses. Voilà. Merci. Il y a un réseau qui s'appelle la Fédération Éco-Construire qui anime plusieurs réseaux de formation à l'éco-construction pour des artisans, que ce soit en reconversion ou autre. Il n'y avait pas de centre de formation en Île-de-France. Il s'est mis en place peu à peu au cours des dernières années. Il existe maintenant, il s'appelle Édifice. D'ailleurs, il a déménagé il y a 3 semaines dans les anciens locaux de Cycloterre. Donc il y a une familiarité. Et donc il y a cette première formation de maçon terre crue qui a déjà été faite dans d'autres régions, mais c'est la première promo en Île-de-France. Donc, on espère les garder en Île-de-France. Donc, si vous avez des projets en terre, s'il vous plaît, donnez-leur, parce que c'est ça la difficulté en Île-de-France. Ce n'est pas les archis, ce n'est pas les gingers, même s'ils peuvent toujours évidemment être plus nombreux et mieux formés et plus expérimentés, mais ça va se faire naturellement. Ce qui ralentit un petit peu les choses, c'est plutôt avoir des maçons compétents en Île-de-France, en terre crue. Donc là, nous en avons toute une nouvelle promo, donc on est ravis.